Bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo, puisque là on va s'intéresser aux néoclassiques. Donc on a Walras, Pareto et Schumpeter comme économistes que vous pouvez connaître. Ensuite on fera une dernière petite vidéo sur les mouvements néo-keynésiens et néolibéraux. Et voilà, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour, en termes de grands mouvements, de grands économistes importants à connaître en terminale. Alors, pour les néoclassiques, où on a, je vous rappelle, donc Léon Walras, Pareto, je ne me souviens plus son prénom, et Schumpeter, Joseph Schumpeter. Alors on va commencer par Schumpeter parce qu'il est plus à part. Walras et Pareto, ils fonctionnent mieux ensemble. Schumpeter, vous le connaissez de votre programme de première, puisque celui qui a inventé les concepts de destruction créatrice, le concept de l'entrepreneur un peu aventurier qui va tout faire tout seul, et le concept d'innovation. Donc Schumpeter il part du concept d'innovation en disant que c'est avec une innovation qu'on va permettre de lancer ou relancer une production. C'est le rôle de l'entrepreneur, là on retrouve l'entrepreneur, d'investir pour innover, proposer un produit qui va être meilleur, moins cher, un nouveau procédé, enfin il y a la liste des 4 grandes innovations. Et il va également mettre en valeur le cycle de la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'un produit innovant va remplacer un produit qui est devenu obsolète. Ce produit innovant va avoir un cycle de vie où il va être innovant, puis normal, puis obsolète, et il sera remplacé. Donc c'est un mécanisme perpétuel de destruction, de remplacement par des choses qui sont de mieux en mieux, qui permettent d'avoir une croissance continue de la consommation, puisqu'en fait un bien va se répandre, mais il sera ensuite remplacé par un autre bien plus performant qui fait qu'on va toujours vouloir avoir quelque chose de nouveau. L'exemple le plus facile, c'est genre les smartphones, tous les ans il y en a un nouveau qui sort avec 3 détails de plus par rapport à celui d'avant, mais ça permet de vendre sans arrêt les smartphones et de renouveler le stock, donc d'avoir une croissance infinie en théorie. Voilà pour Schumpeter. Alors ensuite, Walras et Pareto. Walras et Pareto, ils ont travaillé sur le concept des marchés purs et parfaits. Ça c'est quelque chose que vous avez vu en première et que je fais avec ceux qui sont en spé-éco. Donc les marchés purs et parfaits, c'est des marchés qui sont divisés, alors on dit atomiques en économie, sur plein de petits marchés, où on a des produits qui sont identiques ou similaires, substituables en tout cas, où on a libre entrée, libre sortie, et on a également transparence, on a information égale. Ça permet d'avoir un marché avec la concurrence pure et parfaite. Bon, en réalité, c'est un modèle qui est très théorique et qu'on rencontre jamais en vrai, puisque vous ne pouvez pas avoir une libre entrée, une libre sortie, puisque vous investissez des capitaux, donc vous les perdez quand vous sortez. L'égalité dans l'information, juste en vrai, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir exactement accès, exactement à la même information que vous soyez acheteur ou vendeur. C'est impossible. En théorie c'est possible, mais en vrai c'est impossible. Après pour les deux autres, les produits substituables, oui, en général sur la plupart des marchés de niche on a des produits qui sont substituables, et les marchés atomiques, alors les entreprises ont tendance à faire des petits marchés de niche, mais on a quand même plus ou moins des marchés atomiques. Donc on n'a pas tout à fait la concurrence pure et parfaite qui est chère à Walras et à Pareto. Alors pour ces deux économistes-là également, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de Walras et Pareto qui considèrent que le consommateur est ce qu'on appelle, vous avez déjà dû entendre comme expression, l'homo economicus. C'est un agent économique rationnel qui est libre, qui va comparer et qui va faire un choix en fonction de la contrainte budgétaire qu'il subit. Vous désirez quelque chose, mais vous désirez plein de trucs et vous avez un revenu limité, donc vous allez arbitrer vos désirs en fonction de ce qui va le plus vous satisfaire. Ça, vous êtes un homo economicus. Pour l'économiste Galbraith, j'essaierai de penser à vous l'écrire, je ne sais plus comment ça se prononce. Au contraire, on n'a pas l'homo economicus parce qu'en fait, le consommateur est conditionné par la publicité. En fait, il a l'illusion qu'il fait des choix, mais il ne se rend pas compte que ces choix sont majoritairement guidés par des doctrines publicitaires qui vont l'influencer. Dans ce cas-là, le consommateur n'est pas libre. C'est à vous de voir si vous vous sentez libre et d'arbitrer vos contraintes budgétaires, ou si vous pensez que vous êtes influencé par la publicité quand vous achetez des Panzani au lieu d'acheter des pâtes Leclerc. C'est parce que vous avez entendu... je ne me souviens même plus du tout quand des pâtes Panzani. Alors pour Walras et Pareto, dans le marché, en fait, on a
un système où on n'a pas la primauté de l'offre ou la primauté de la demande, contrairement aux keynésiens et aux libéraux, où on a soit l'un soit l'autre. Pour les néoclassiques, en fait, ce qui compte, c'est qu'on a un équilibre par tâtonnement. Comment vous expliquer ça? On y va au pifomètre, et au bout d'un moment, on trouve un prix d'équilibre, où les deux parties vont plus ou moins se mettre d'accord. Ça veut dire que y a un moment où il y a trop de demandes ou trop d'offres, et petit à petit, du coup, ça va s'ajuster, ça va diminuer. C'est le procédé par tâtonnement, c'est le procédé par pifomètre. On essaye, si on voit que ça marche pas, on réessaye un peu plus, un peu moins. C'est, je sais pas, genre vous faites un gâteau, vous n'avez pas de balance, vous mettez de la farine, vous mettez du lait, vous mettez des œufs au pif, vous voyez que c'est trop liquide, vous rajoutez de la farine, si vous voyez que c'est pas assez liquide, vous rajoutez du lait, jusqu'au moment que la pâte elle soit bien, quoi. Alors c'est ça, un procédé par tâtonnement. Alors pour les marchés, on a 3 grands marchés, on a le marché du travail, on a le marché des biens et des services, et on a le marché des capitaux. Et dans ces 3 marchés-là, on fonctionne par tâtonnement. Pour eux, c'est du coup l'offre qui va déterminer le prix, puisque c'est l'offre qui va se lancer en disant voilà, je propose ça, je le vends tant, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Puis suivant le nombre de gens qui achètent, vous montez ou vous descendez le prix par tâtonnement. Donc pour eux, il y a un équilibre qui est possible et qui arrive, puisque au bout d'un moment, il y a un moment où ça marche pas, mais au bout d'un moment, avec le tâtonnement, on arrive à l'équilibre. Pour eux, il n'y a pas de problème de chômage. En économie, il n'y a pas de chômage, parce que si tout se passe bien, le travail étant un marché, au bout d'un moment, par tâtonnement, on arrive à un point d'équilibre. Il faut juste enlever les entraves, du type loi sur les salaires maximum, par exemple. Donc pour eux, tout ça, les marchés, ça se passe bien quand on n'y touche pas. Ça, ils se rapprochent plus des libéraux. Et ah oui, ils ont fait un truc très important aussi dont je vous parle souvent, le concept de marginalité, le marginalisme. Quand je vous dis un truc marginal, l'utilité marginale, la production marginale, ça c'est Valras et Pareto, c'est de leur faute. Alors je vous rappelle que, alors pour eux en fait, on n'a pas, quand on va prendre une décision, soit dans une entreprise, soit quand on va consommer, on ne va pas avoir idée d'un ensemble, d'une globalité, on ne va pas se dire, voilà, on va mettre 15 lignes de production, je vais acheter 15 paquets de pâtes. On va avoir l'idée d'une utilité, d'un usage marginal. Vous dites, j'ai déjà 14 lignes de production, est-ce que d'en rajouter une, c'est vraiment utile? J'ai déjà 2 paquets de pâtes dans mon placard, est-ce que j'ai vraiment besoin de racheter un 3e paquet de pâtes? Du coup, quand vous êtes au rayon des pâtes, vous vous dites, bon ben voilà, j'en ai déjà tant chez moi, j'ai vachement besoin d'un paquet de pâtes en plus, ou en fait, j'en ai pas trop besoin parce que mon placard est déjà blindé de paquets de pâtes, donc ça sert à rien que j'en rachète. Voilà, c'est l'utilité marginale. Et là, vous retrouvez le fait que l'utilité marginale, c'est aussi quelque chose qui va fonctionner avec la contrainte budgétaire. Plus vous subissez une contrainte importante, plus vous allez avoir tendance à limiter vos dépenses. Pour prendre ça, genre pour une voiture, ça a une utilité marginale forte. Si vous n'en avez pas, vous avez besoin d'une voiture. Vous avez besoin, c'est une utilité forte. Si vous avez déjà une voiture, achetez une 2e voiture quand vous êtes tout seul, vous avez une utilité marginale qui est méga faible. Genre à moins de gagner à l'euro million pour avoir une belle voiture de sport. Ouais, non, en fait, mon amour pour les voitures de sport a beaucoup diminué ces temps-ci. Du coup, vous n'avez pas beaucoup d'utilité marginale. La production marginale, c'est la même chose. Est-ce que si je construis une 2e usine, ça va plus me rapporter ou plus me coûter? Est-ce que c'est intéressant en termes de rapport emploi-ressources pour moi ou pas? Voilà. Genre quand je vais acheter ma voiture, ils vont mettre 6 mois à la construire. Je trouve qu'ils auraient l'utilité marginale de construire une 2e usine pour faire plus de voitures plus vite. Mais bon. Voilà, donc on a fini alors avec nos néoclassiques. On a Schumpeter avec l'idée de l'entrepreneur, avec la destruction créatrice, avec l'importance de l'innovation. Et on a Valras et Pareto qui eux se sont intéressés au concept de marginalité, d'un supplémentaire, et au marché pur, à la concurrence pure et parfaite, pardon, et aux marchés qui sont naturellement équilibrés. On a une confrontation entre l'offre et la demande par tâtonnement. Voilà. J'espère que ces vidéos vous ont plu et vous aideront, et je vous souhaite une très bonne soirée.